à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je voulais revenir sur un sujet qui est important dans la vie d'une femme qui a eu des enfants, c'est le sujet du postpartum. Ça fait longtemps que je voulais aborder le sujet, je suis sortie maintenant il y a un an du postpartum pour mon second enfant. Des choses à savoir, il y en a plein. Pour preuve, aujourd'hui la blogosphère regorge de retours d'expérience, et j'insiste sur le terme de retour d'expérience, je dirais pas que ça regorge d'informations. Si vous voulez vraiment des informations, il faut acheter des livres fiables, des livres écrits par voilà, des professionnels de santé. La blogosphère, c'est pas que ça regorge pas d'informations, j'estime que là, avant de faire cette vidéo, quand même, c'est mon retour d'expérience, et puis j'ai glané des informations que j'estime être fiables. Je vais essayer de pas vous raconter de bêtises, mais il faut prendre du recul par rapport à ce qui sort de la blogosphère. Ça reste des retours d'expérience. Si on veut aller sur la blogosphère pour trouver des informations, il faut croiser beaucoup de retours d'expérience, beaucoup de blogs en fait. Il faut regarder ma vidéo, mais regarder la vidéo d'une dizaine d'autres femmes qui ont vécu la chose pour en ressortir des informations. J'estime pour ma part avoir beaucoup écrit sur mon blog sur la grossesse, avoir beaucoup fait de vlogs de grossesse où je parlais au cours des trimestres de mes deux grossesses, je parlais de mon retour d'expérience, de ce que je vivais, alors que le postpartum, j'en ai quasiment pas parlé en fait sur cette chaîne ou sur mon blog, donc c'est pour ça que je vais en parler aujourd'hui. À savoir que il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions mais n'ont pas envie d'avoir les réponses parce que elles n'ont pas envie d'arriver tétanisées à l'accouchement, elles n'ont pas envie qu'on leur sape le moral avec plein d'inconvénients auxquels elles avaient peut-être... Voilà, il y a plein de mots aujourd'hui qui ont percé l'omerta, hein, épisiotomie, quand on a 30 ans, en général c'est pas la première fois qu'on entend ces choses-là, mais c'est vrai qu'il y a plein de désagréments de la grossesse qu'on se dit qu'on connaîtra en temps voulu et ça arrivera quand ça arrivera. Il y a plein de personnes qui n'ont pas envie de savoir les choses à l'avance. Et il faut savoir aussi qu'on a beau être rodé pleine d'informations, faut savoir que c'est la magie des bébés, en fait c'est la magie de la vie de maman. Il y a plein de choses qu'on apprend sur le tas, jour après jour, qui sont propres à sa propre personne, propres à chaque grossesse, propres à chaque période de postpartum. Et voilà, moi j'ai eu deux enfants et mes deux grossesses étaient différentes, mes deux postpartum étaient différents, mes deux accouchements étaient différents, et je pense que j'aurai un troisième, ça serait encore différent. Aujourd'hui je vais vous parler de mon retour d'expérience en la matière, donc de mes deux périodes de postpartum. J'ai regroupé ça en 15 points que j'aurais aimé savoir avant de vivre cette expérience d'accouchement, ces expériences d'accouchement et de postpartum. Alors j'ai mis que j'aurais aimé savoir, il y a des choses que je savais, mais le titre était plus court hein, dans la barre YouTube. Qu'est-ce que le postpartum? Le postpartum, on croit souvent que c'est une période très courte, que le baby blues il peut arriver le lendemain de l'accouchement et puis après on n'en parle plus. Le postpartum, ça s'étend vraiment de la date de l'accouchement jusqu'à la date d'arrivée des premières règles après la grossesse. Donc moi, c'est arrivé 10 mois après la date de mon accouchement, puisque moi, l'allaitement coupe mes règles. Et du coup, j'ai mes règles en général après l'arrêt, après le sevrage de mon bébé, après l'arrêt de l'allaitement. Donc pour Juliette, j'ai eu ma fin de postpartum 10 mois après mon accouchement. Pendant cette phase de postpartum, il va se passer plein de choses, et l'avantage de filmer cette vidéo uniquement maintenant, quasiment un an après mon postpartum, c'est que je ne suis pas sous l'influence des hormones, je ne suis pas sous l'influence des hormones de l'allaitement, je suis moi et moi-même, et du coup je vais vous parler de ça d'une façon un petit peu détachée. Les choses que j'aurais aimé savoir, ça commence dès le séjour à la maternité, puisque le postpartum il commence à la maternité. On n'est pas chez soi quand on vit le postpartum, sauf si on accouche chez soi, ça c'est une autre histoire. Il y a des choses qui surviennent sur le comportement de bébé, sur son corps qui se passe à la maternité. Ça touche au sommeil de la maman, et le sommeil, je le ressens encore aujourd'hui avec deux enfants en bas âge.
Le sommeil c'est le nerf de la guerre et là j'ai ma fille qui a passé 3 nuits difficiles alors que c'est un enfant qui a 19 mois et qui fait totalement ses nuits. Mais là elle a passé 3 nuits difficiles, alors je sais pas, il y avait une pleine lune ou quoi et je vois qu'on était tous tendus dans la maison sauf mon fils qui a un sommeil de plomb et qui n'a pas été réveillé. Le sommeil de bébé, j'aurais aimé savoir que lorsque le bébé naît, il va direct rentrer dans une phase de 2 heures en fait où il va être super réveillé, voire même il va crapahuter sur vous pour téter votre sein et vous allez le laisser faire si vous avez choisi d'allaiter. Sinon vous allez lui donner un biberon. Il y a 2 heures où vous vous retrouvez dans votre bulle très souvent, si tout se passe bien, s'il ne va pas en néonatologie, s'il n'y a pas eu de césarienne, vous vous retrouvez avec votre enfant pendant 2 heures qui est super éveillé, qui vous regarde dans le blanc des yeux et c'est une phase magique. Et bien sûr là, pendant ce temps-là, vous aussi, vous êtes réveillé, vous ne dormez pas. Bébé ne dort pas, vous ne dormez pas. Ensuite, il va se passer 24 heures à peu près où bébé dort. C'est comme si tous ces événements l'avaient totalement assommé et il va se retrouver à dormir pendant 24 heures et on vous suggère vivement de dormir pendant que bébé dort, sauf que il se passe que vous avez, une fois que les 2 heures sont passées, vous avez peut-être envoyé des textos à toute votre famille et puis du coup tout le monde vous répond et puis vous trépignez à l'idée d'envoyer une petite photo, tout ça, voilà, vous faites ça. Il y a les médecins qui rentrent et qui sortent et puis voilà, vous 2 heures après, c'est pas totalement fini, on vous ramène à votre chambre, vous avez tout un voyage à faire, enfin c'est tout un truc. Et puis s'ensuivent voilà, la vie de l'hôpital qui passe de la maternité, là, qui traverse votre chambre. Donc ça va aller des visites avec Tata Janine qui veut toucher bébé absolument, qui dort profondément et qui veut le toucher sans se laver les mains. Ça peut être aussi les cadeaux que vous recevez. Ensuite, ça va être le passage de la personne qui vient laver les sanitaires. Ensuite, il y a la personne qui vient distribuer votre repas. Et ensuite, il y a la personne auxiliaire de puériculture qui vient voir si bébé va bien. Et si vous avez décidé d'allaiter, ils vont vous dire de le mettre au sein toutes les 3 heures, machin chose, machin... Oh, ça n'en finit pas. Bébé dort pendant ces 24 heures et vous ne dormez pas. Et ensuite, après ces 24 heures, c'est la nuit de Java, où bébé, tout d'un coup, il est totalement éveillé, voire angoissé par ce qu'il vient de subir. Il vient de passer d'un cocon tout chaud dans votre ventre avec les bruits de votre cœur, pour ensuite être voilà, dans une coquille en verre. Et vous avez envie, le seul truc qui va le soulager, c'est de le mettre sur vous, et vous de vous endormir en même temps, alors que c'est pas forcément bien vu de tout le personnel de maternité. Moi je me suis retrouvée, pour vous dire, avec Juliette, ma fille, le truc ça a été que j'ai voulu mettre mon bébé sur moi parce qu'il n'y a que là qu'elle se rendormait. On m'a réveillée alors que j'étais enfin endormie, elle était sur moi, elle était paisible. On m'a réveillée en me disant non c'est très dangereux, faut pas faire ça. Voilà, la brigade du cododo est arrivée et voilà, on m'a empêché d'avoir mon bébé sur moi pour dormir. La synthèse de l'histoire, c'est que j'ai passé 48 heures sans dormir. Enfin j'ai dormi je crois 2 fois 1 heure en 48 heures et je peux vous dire qu'en arrivant chez moi où je devais voilà, assurer pour allaiter ma fille, que j'avais des douleurs cervicales, un torticolis tellement je m'étais contractée par la césarienne, et j'avais mon fils de 3 ans à peine qui était surexcité et voire euphorique, voire quasiment exprès, j'ai envie de dire, enfin il avait envie de se faire remarquer, il avait besoin de se reconnecter avec moi et de faire voir qu'il était présent, bref c'était la folie. Et du coup je suis arrivée chez moi, c'était l'horreur quoi, j'étais fatiguée, j'étais épuisée et il a fallu que je tienne à tout ça. Et voilà, le sommeil de bébé à la maternité, j'aurais aimé qu'on m'explique tout ça et j'aurais aimé, pour le coup en sachant ça, j'aurais peut-être eu l'aplomb pendant les 24 heures de dire les 24 heures où j'étais censée dormir pendant que mon bébé dormait pour voilà, envoyer chier un peu tout le monde et puis dire que moi je voulais dormir aussi. Le second point moi que j'aurais aimé savoir, c'est le adieu pudeur. Vous êtes enceinte pendant toute la grossesse, déjà vous avez l'impression que voilà, on vient souvent regarder vos parties intimes et moi j'ai pas eu tant l'impression que ça, du moins c'est pas là que ça m'a fait tilt, c'est vraiment après avoir vécu 2 accouchements et voilà, les suites de l'accouchement et le pendant accouchement où j'ai trouvé que c'était un petit peu porte ouverte à votre beauté intérieure, que
Ouais, alors que la grossesse, moi j'ai pas subi de toucher vaginaux à répétition. On a très peu regardé finalement l'ouverture de mon col. Et aussi on a fait les prélèvements qu'il était obligatoire de faire. Le jour de l'accouchement, il faut savoir que quand vous arrivez à la maternité, que ce soit parce que vous avez perdu les os ou parce que votre travail a commencé et du coup voilà, vous allez rentrer en salle d'accouchement, il faut savoir que quand vous passez la porte de la salle d'accouchement, vous allez vous laisser la pudeur derrière la porte, vous voyez. Excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Ah non, non, vous retournez pas la chercher. Elle reste derrière la porte. Donc autant pour vous, en fait, ces portes ouvertes, voilà, il y a même les médecins, ils estiment judicieux de ramener des copains, c'est-à-dire oui, oui, ils sont étudiants en médecine, donc faut qu'ils apprennent, vous comprenez. Certains sont très doux, vous demandent l'autorisation avant de vérifier l'ouverture de votre col. D'autres sont un peu, j'ai envie de dire le mot brutal, hein, parce que voilà, les violences gynécologiques, ça existe, il faut en parler, et j'estime que pour mon premier accouchement, j'ai subi des violences gynécologiques, mais on va y revenir après. Il faut savoir que dans la vie d'une femme, si vous avez un enfant, 2 enfants, vous allez être vu par de nombreuses personnes dans l'entrejambe. Les parties intimes n'auront plus pas de secret pour personne, mais pendant la grossesse, vous restez en général avec la même sage-femme, le même gynéco. Donc vous n'avez pas l'impression que tout le monde voit ce que vous n'avez pas envie qu'il soit vu, alors que à l'accouchement, suffit qu'en plus il y ait un changement de personnel pour un accouchement, bah y a bien une douzaine de personnes qui peut voir ce qui se passe là-dessous, et du coup ça fait beaucoup. Après, une fois que vous êtes votre séjour de 3 jours à la maternité, où on vient vous ausculter, ça va être des personnes différentes. Et pour l'allaitement, moi je vous en ai beaucoup parlé quand j'ai fait mes vidéos sur mes retours sur l'allaitement, donc il y a 3-4 vidéos sur ma chaîne à ce sujet là, parce que je vous ai fait un retour d'expérience après mon premier et après mon deuxième allaitement. Il y a beaucoup de sages-femmes, d'auxiliaires de puériculture qui sont très intrusives, et moi pour le premier accouchement, pour mon premier allaitement, j'ai très mal vécu ça. Le deuxième, étant donné que j'avais allaité 6 mois, on m'a estimée étant une pro de l'allaitement, et on m'a pas du tout embêté, quoi. C'est un allaitement qui a roulé tout seul et on m'a pas tripoté les seins. Mais quand je dis tripoter les seins, c'est bien le cas, c'est-à-dire que, bah non, regardez, là il met pas bien sa bouche, faut que vous fassiez comme ci, comme ça. L'accouchement, les instruments qui sont utilisés pendant l'accouchement, les douleurs, la délivrance et l'épision. Un point sur lequel je voulais insister, c'est ne séchez pas les cours de préparation à l'accouchement. Allez-y si possible à chaque cours avec le papa ou avec la personne qui est censée vous accompagner le jour de la naissance de votre bébé, parce que c'est super important. Pour la naissance de Pierre, les cours de préparation à l'accouchement, il y avait quand même des cours qui étaient pas assez complets à mon sens, genre voilà, la visite de la maternité, la vidéo qui montre la visite de la maternité, on s'en fout quoi. Quand tu vas accoucher, voilà, le plan du bâtiment, t'en as rien à foutre quoi. Ce que tu veux savoir, ce que tu veux voir, et ce que j'ai eu l'occasion de voir, et ce qui m'a soulagée d'avoir été vue, c'est par exemple les forceps. Ce sont comme des grosses pinces à sucre, et elles ont été utilisées pour mon fils à l'accouchement. Quand j'ai vu ces pinces, les forceps, je me suis dit heureusement que je les ai vues lors des préparations à l'accouchement, parce que ça aurait été le moment, je crois que j'aurais paniqué, et déjà que je vivais un très mauvais moment, parce que moi, pour mon fils, je vous en ai pas fait un retour comme ça 3 mois après l'accouchement, quand je vous ai fait une vidéo sur mon accouchement, parce que j'étais encore pleine d'hormones, voilà, d'allaitement, tout ça, j'étais toute joyeuse, mais je sais que voilà, j'ai subi quand même des violences, rien que le fait que le gynécologue arrive dans la salle en colère contre les sages-femmes qui ne l'ont pas appelé assez tôt et qu'il ne vous dit même pas bonjour. Je pense qu'il est ressorti de la salle d'accouchement sans savoir comment je m'appelais, sans savoir comment mon bébé s'appelait. C'était la ventouse sur la tête de mon bébé en mettant le pied sur la table pour réussir à l'extirper, les forceps en me secouant un petit peu dans tous les sens. C'était pour moi assez violent et assez traumatisant face à quelqu'un qui me disait si vous m'aidez pas je peux pas vous aider, si vous poussez pas je peux pas vous aider. Voilà, c'était quand même assez dur. Et pour le coup, ce que je voulais recommander, c'est de faire
absolument des préparations à l'accouchement. Voyez les méthodes qui existent. Alors il y a l'aptonomie, moi mon chéri n'était pas du tout convaincu par ça, donc on l'a pas fait. Moi-même j'étais pas à fond là-dedans. Mais il y a aussi l'hypnose. Moi je sais que j'ai fait de l'hypnose pour que mon bébé se retourne, donc ça c'était vraiment seul parce que l'hypnose, j'étais censée rentrer dans ma bulle, alors j'avais pas besoin de quelqu'un à côté qui allait me regarder dormir pendant que j'étais hypnotisée, si vous voulez. Il y avait aussi, il y a aussi la méditation, la sophrologie, et je sais qu'il y a la méthode Bonaparte où le mari, la personne qui va vous soutenir à l'accouchement en tout cas, peut venir et essayer de faire des choses comme ça et poser des questions. Ne restez pas avec des doutes. Parce que les questions que vous vous posez, même quand vous êtes à la maternité, que vous avez des questions sur votre bébé et tout ça, il n'y a pas de questions bêtes, vous ne serez pas ridicule. À savoir que moi, même si j'estime avoir subi des violences gynécologiques, finalement, je trouve qu'il reste toujours le bon. S'il y a des femmes qui répondent ah non, non, mais c'était le plus beau jour de ma vie, ah, mais c'était pas une partie de plaisir, mais c'était merveilleux, c'était formidable. Bien sûr que beaucoup de femmes dégagent le parti magique parce que ce qu'il en reste, en fait, c'est la naissance de la plus belle merveille du monde pour soi, c'est la naissance de son bébé. En général, il reste quand même du bon, en fait, dans tout ce qu'il peut y avoir, dans tout ce qui peut se passer à l'accouchement, sauf si, par exemple, l'issue est fatale, et là, c'est dramatique. Mais on en garde quand même le meilleur, et malgré toutes les douleurs, on n'est pas préparé, en fait, on a beau faire toute l'autonomie du monde, la méthode Bonaparte, le truc c'est une douleur, franchement les contractions d'accouchement, c'est une douleur qui est hyper forte. Moi j'ai demandé à mon second accouchement, puisque j'ai eu une césarienne pour Juliette, mais j'ai eu les... on savait pas si j'allais accoucher en siège ou pas. Et pour le coup, j'ai vécu tout le travail, donc sans péridurale, les 10 cm de dilatation et l'heure d'attente. J'ai souffert le martyre, j'ai failli mordre l'auxiliaire de périculture qui s'occupait de moi et qui me soutenait, la pauvre, hein, mais si je devais le refaire, j'essaierais de pas la mordre, et je l'ai pas mordu, hein, mais voilà, on n'est pas préparé à ce genre de douleur, tellement que j'ai demandé à mon chéri si j'avais le droit de m'évanouir, et le pauvre, il était décontenancé en me disant bah non, faut pas que tu t'évanouisses quand même, parce que c'est pas moi qui vais prendre le relais, quoi. Il y a un moment où voilà, faut rester, mais c'est quand même une douleur qui est énorme et auquel il faut se préparer, en tout cas mentalement, parce que quel que soit le déroulé de l'accouchement, on s'attend pas à une douleur pareille. Mais surtout, j'ai envie de dire que moi, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, et que pour la seconde grossesse finalement, je me suis rendu compte que je l'avais pas appliqué, c'est de ne pas s'imaginer un scénario d'accouchement en particulier, parce que à trop s'imaginer un déroulé, on va forcément être déçu parce que rien ne se passe jamais comme prévu. C'est important, à mon sens, de faire un projet d'accouchement, donc de noter par écrit, en le donnant cet écrit à la maternité, à votre clinique où vous accouchez. C'est important de donner ce projet d'accouchement écrit, où il sera écrit noir sur blanc vos vœux, et c'est important de faire le rappel en salle d'accouchement, que ce projet d'accouchement ressorte de quelque part et qu'il soit utilisé. Mais il faut se laisser des portes ouvertes, en fait. Moi je sais que je me suis rendu compte à mon second accouchement que je voulais pas de péridurale, parce que je voulais accoucher de la façon la plus naturelle qui soit, et je voulais pas perdre cette connexion avec mon corps et par défaut cette connexion avec mon bébé. Et du coup j'ai très mal pris qu'on me fasse, pour la dernière heure d'attente que mon bébé descende, on m'a fait une péridurale et un rachis. J'ai très mal pris la césarienne parce que je voulais pas être opérée pour la naissance de mon enfant, et tellement que j'ai fait une crise de nerfs sur la table. C'était vraiment dur à vivre, à subir, parce que finalement il y avait une partie de moi qui me mettait la barre trop haute pour me dire que j'étais capable d'accoucher sans péridurale, que je m'étais fait un petit peu un idéal qui n'a pas pu être satisfait, et pour le coup c'est un peu dommage. Bien que voilà, je garde quand même un très bon souvenir de cette césarienne finalement, parce que il y a le papa de mes enfants qui a pu être à côté de moi dans la salle
et qui m'a rassurée, qui m'a tenu la main, qui après a pu prendre sa fille le premier. Ça n'a pas été moi, ça a été lui le premier, et il a passé 2 heures en peau à peau à la regarder dans le blanc des yeux mutuellement. C'était apparemment magique pour lui. Et moi j'ai cette image de lui quand je suis passée dans le couloir où j'ai vu mon bébé avec mon chéri torse-poil, voilà, parce qu'il faisait du peau à peau, donc c'était magnifique. Il y a plein d'aspects magnifiques qui ont été. Faut se renseigner et faut pas se mettre une image idyllique de ce qui va bien pouvoir se passer. Mais j'ai envie de dire, ne subissez pas. Je sais que le deuxième accouchement, j'aurais jamais toléré ce qui s'est passé au premier parce que j'avais gagné en maturité, j'avais gagné en aplomb et que voilà, c'est avec du recul que je me rends compte de ce qui s'est passé. J'ai envie de vous dire que essayez de garder quand même une certaine répartie. Ne soyez pas fermés à ce que les médecins vous proposent parce qu'ils connaissent leur travail, ils ne vous font pas une césarienne par plaisir, mais vous avez le droit au respect, vous avez le droit à un respect de vos vœux. Il y a aussi les tests des réflexes archaïques pour les bébés, tout ce qui est aussi clampage du cordon. Il y a des personnes qui ne veulent pas ça, mais pour s'opposer à ça, il faut d'abord se renseigner, faire des projets de naissance. Une douleur à laquelle j'étais pas préparée, par contre, c'est la délivrance. La délivrance, c'est l'expulsion du placenta qui va faire suite à l'accouchement. Une fois que le bébé est sorti, le placenta va sortir ensuite. Il y a une étape où il faut le décoller en fait de la paroi utérine. Et ça peut être super douloureux. Moi j'avais pourtant eu la péridurale en fait pour mon premier. Et ce gynécologue qui était pas forcément très doux a eu le besoin d'appuyer en fait sur mon bas-ventre pour faire sortir en fait mon placenta. Et c'est une douleur dont je me souviens, c'est une secousse aussi dont je me souviens parce qu'il m'a bougé en fait. Là aussi, je pense qu'il aurait pu faire preuve de davantage de douceur et de davantage de connexion avec moi avant de faire ça, parce que faut savoir qu'il rentre quand même la main pour sortir tout ça. Moi, je m'en souviens comme de quelque chose de très douloureux. Je me souviens de demander à cette personne ce qu'il était en train de faire et qu'il ne m'a pas répondu. Il m'a recousu, je lui ai dit qu'il me faisait mal et voilà, il m'a dit qu'il faisait son travail et il y a eu vraiment un non-respect vis-à-vis de ça envers moi. J'aurais aimé avoir davantage de connaissances sur les lochies, les pertes vaginales en fait qui font suite à l'accouchement. En fait, il s'agit de pertes de sang qui vont durer 2 semaines, voire 6 semaines, et je crois qu'on peut perdre jusqu'à 1 demi-litre de sang, donc c'est quand même énorme, et c'est l'aspect et le flux en fait de ces pertes de sang. Alors c'est très glamour, hein, je vous ai dit qu'on était en totale transparence aujourd'hui, c'est l'aspect en fait de ces pertes de sang que j'aurais aimé connaître, parce que bien sûr que pour ma valise de maternité, j'étais au courant qu'il fallait mettre des protections hygiéniques qui permettaient un flux assez abondant, mais j'étais pas préparée à ce qu'il y ait des caillots dedans, que lorsque je me lève après la césarienne par exemple, et pourtant c'était ma 2e grossesse, que ça soit d'un flux si important que j'allais salir tout le sol. Oui, faut le dire. J'étais pas préparée à ce que ce soit si épais, si rouge clair et que ça dure si longtemps. Donc moi ça a duré presque 3 semaines en fait de perte de sang comme ça. Et même voilà, vous dites adieu à vos règles pendant 9 mois et là vous dites bonjour à de nouvelles pertes qui sont plus flippantes, j'ai envie de dire, parce que ça reste quand même bien différent des règles des menstruations. L'épisiotomie, les suites de césarienne et le transit. J'ai remarqué après mon accouchement, là vu qu'on est situé dans cette zone dans la cartographie du corps, les parties intimes peuvent se retrouver assez tuméfiées après un accouchement parce qu'on a quand même passé un être humain par là, donc c'est pas rien. Il peut y avoir eu une déchirure, il peut y avoir eu une épisio. Et pour le coup, la césarienne aussi, ça fait un effet différent parce que, donc moi c'est pour mon premier accouchement où j'ai trouvé que c'était tuméfié, donc ça passe au bout de quelques jours ce phénomène-là. Et pour la césarienne, j'ai trouvé que ça faisait comme si mes parties génitales étaient relâchées du fait que moi j'ai eu cette dilatation pour qu'il n'y ait rien qui se passe derrière. Et ça m'a fait quelque chose d'assez étrange finalement au niveau de ces parties-là de mon corps.
J'ai envie de lier ça avec le transit, donc que ce soit pour une épisio où vous avez des points de suture, la simple idée de pousser aux toilettes peut être vraiment terrifiante. On passe toutes par là, je pense, on a peur que ça déchire, on a peur que ça tire, et rien, le fait de sentir que ça vient, on sent que ça commence à tendre ces tissus-là, et du coup on n'a pas envie d'aller plus loin. Je me souviens d'avoir mon fils dans les bras en train de téter et d'avoir envie d'aller aux toilettes et de me retenir. Une partie de moi voulait se retenir et l'autre partie me disait qu'il fallait absolument y aller parce que une constipation ça peut être vraiment dangereux. Donc c'est recommandé de boire beaucoup d'eau, de manger des fibres et surtout de ne pas rester comme ça. N'hésitez pas à poser des questions à votre sage-femme. Sachez que d'autres personnes sont passées par là avant vous, moi par exemple, et que faut pas hésiter à en parler. Je sais que ça peut être assez gênant de parler de tout ça à une personne qu'on connaît à peine, mais ça reste une professionnelle du milieu médical et de cette zone du corps de la femme. Je dirais même que quand on a deux enfants, moi je me suis retrouvée à aller aux toilettes à un moment dans la journée et à me dire mon Dieu, ça fait quasiment 24 heures que j'ai envie et que j'y suis pas allée parce que j'avais pas le temps. Tout simplement la fatigue et l'occupation de deux enfants qui vous accaparent beaucoup, ça peut créer aussi des phénomènes de constipation où on s'oublie un peu. Concernant l'épisio, je vous conseille aussi de prendre un miroir et de regarder vos points. Ça peut être effrayant pour certaines. Certaines personnes ne sont pas dans l'observation de leur corps. Moi j'ai éprouvé le besoin de regarder ce qui se passait. J'ai bien fait parce que ça m'a fait poser des questions à ma sage-femme sur la position des sutures et tout, que je trouvais que c'était pas comme avant et j'ai eu des bonnes réponses des réponses à mes questions qui m'ont rassurée. Tout est revenu comme avant et ça rassure. La Justine du futur a pensé à des compléments d'information. Donc je vais vous parler de l'épisio vs le transit. Donc vous découvrez vite, si vous ne saviez pas encore, qu'il existe plusieurs types de qualité de papier toilette dans ce cas-là, en cas d'épisio. Mais je voulais parler du cas de la césarienne où l'anesthésie, certains gestes pratiqués lors de l'intervention et aussi l'immobilité, eh bien ils ont rendu l'intestin paresseux et du coup il y a des gaz qui vont s'accumuler et il se peut qu'on soit constipé. Donc moi ce que je peux vous recommander c'est de ne pas rester allongé vraiment les 24 heures qui suivent l'opération. Je vous recommande dès que vous êtes dans votre chambre, vous laissez passer une demi-journée et vous demandez à quelqu'un de vous mettre debout. Déjà concernant la circulation des gaz, ça va améliorer la chose et dès le lendemain vous commencez à faire des pas assez tôt dans les couloirs, dans votre chambre pour libérer tout ça. J'ai remarqué après ma seconde grossesse que les changements hormonaux, ça avait accentué ma transpiration et notamment les odeurs de transpiration. Là, c'est passé depuis que j'ai arrêté l'allaitement, mais je me suis retrouvée avec une transpiration qui avait une odeur comme je n'avais jamais eu. Moi, j'étais quelqu'un qui n'utilisait pas de déodorant et je me suis retrouvée pendant les 9 premiers mois de ma fille à devoir absolument mettre un déodorant. Alors je recherchais un déodorant naturel parce que quand on allait, on n'a pas envie de mettre n'importe quoi, notamment. Il faut savoir que les changements hormonaux, plus une perte importante de sang, ça fait qu'on va avoir une transpiration qui est plus abondante, voire qui peut sentir plus fort. Donc ça, moi, je m'y attendais pas et je me suis dit, merde, c'est l'horreur, parce que j'avais la sensation de puer à 3 km. Un autre point sur lequel j'étais au courant, mais je trouve que j'étais pas assez préparée, ça sollicite beaucoup l'estime de soi, c'est la vision qu'on a de son corps après l'accouchement. Et donc du coup l'esthétique en règle générale après la grossesse. Alors j'étais au courant de tout, mais je dois dire que on a une vision de soi qui est assez difficile et j'aurais aimé être mieux préparée et peut-être être mieux soutenue, avoir plus de... Non pas que j'ai eu des critiques ou quoi, quoique il y a des petites remarques par-ci par-là. J'avais fait un article sur mon blog, je vous le mettrai en barre d'informations, sur 15 choses qui peuvent achever une jeune mère. Il y a des petites réflexions comme ça qui en font partie, mais il y a plein de désagréments esthétiques qui viennent après l'accouchement, donc
Déjà le fait qu'on a l'air enceinte quelques semaines après l'accouchement, on n'a pas forcément un ventre qui reprend sa forme initiale dès le départ, c'est normal. Les pantalons de grossesse, on les range pas dans la valise après l'accouchement, souvent on ressort avec parce que le ventre n'a pas repris sa forme initiale. On a un ventre à peu près de 5 mois de grossesse, on a tendance à dire. Moi quand je me suis regardée dans le miroir, je vous avoue, je me suis dit, je me connaissais le ventre plat, je me connaissais le ventre enceinte, mais là ça, ce que j'ai là devant la glace, je le connais pas quoi. Voilà, c'est assez désagréable de se voir dans la glace avec ce ventre difforme. Il faut tout simplement prendre son mal en patience et ne pas oublier surtout de mettre des crèmes, des huiles anti-vergeture, puisque autant la peau qui se tend peut créer des vergetures, autant la peau qui reprend sa forme initiale peut aussi créer des vergetures. Les bas de contention aussi, après une opération telle qu'une césarienne, on vous recommande de porter des bas de contention. Et moi j'avais pas prévu des bas de contention que je pouvais avoir chez moi. On vous met des bas de contention, alors ils sont affreux, ils sont blancs avec des rayures jaune fluo au bout des pieds et on vous voit le bout des pieds, il y a des coutures affreuses, mais c'est les bas de contention les plus efficaces que j'ai jamais eu. Normalement vous êtes censé les porter pendant 1 mois après l'accouchement. Moi j'ai accouché en plein début de mois d'août, j'ai eu 2 bébés canicules en fait, donc j'ai pas été très respectueuse de ça, mais ce n'est pas bien. Après une césarienne, il ne faut pas oublier la prescription de la rééducation abdominale. Moi je l'ai pas faite. Quelle que soit l'issue de l'accouchement, vous avez une rééducation du périnée. Donc quand je dis l'issue, c'est accouchement voie basse ou césarienne. Si c'est une césarienne, on vous prescrira une rééducation abdominale que moi je n'ai pas faite. Parce que j'habite en campagne à 20-25 minutes d'un kiné, j'ai pas fait de rééducation abdominale parce qu'il fallait faire la rééducation du périnée avant et après. Là je me sentais pas de retourner en ville chez un kiné faire ça. Et je peux vous dire que je l'ai senti quand j'ai repris le pilate, j'ai senti que j'avais eu une césarienne bien différemment que lorsque j'ai démarré le pilate après l'accouchement voie basse de mon fils. J'avais des sensations totalement différentes et il a fallu reconstruire tout ça et je peux vous dire que c'était chaud, donc je vous recommande de pas faire ce que j'ai fait et de faire cette rééducation abdominale. J'ai rendez-vous là avec mon médecin pour avoir une prescription de massage cicatriciel, donc ça peut être par LPG, ça peut être manuel, pour effacer cette cicatrice le plus possible. Et je sais pas ce qu'il va me répondre parce que ça dépend vraiment de l'ouverture d'esprit de votre médecin. Moi je sais que quand j'en avais parlé rapidement au gynécologue 1 mois après mon accouchement, voilà, enfin il m'avait dit que c'était pas le moment d'en parler et il avait pas l'air de comprendre que moi je puisse estimer le besoin de ça. Il y a aussi la poitrine, que ce soit après la grossesse ou après un allaitement, et c'est sûrement un petit peu pire après un allaitement, c'est que la poitrine peut diminuer de taille, être un peu moins ferme après ces périodes de la vie. Que j'avais déjà pas beaucoup de poitrine, je me retrouve avec quasiment pas de poitrine. Moi je recommande aussi esthétiquement, mais pas seulement esthétiquement, c'est une question de bien-être, c'est-à-dire que vous accouchez, il y a un enfant qui passe dans votre corps et il peut y avoir un certain élargissement de bassin. Donc moi je recommande pendant grossesse et après grossesse de voir une ostéopathe, enfin un ostéopathe, moi je dis une parce que c'est une ostéopathe que j'adore, dont je suis fan, que j'ai vue pendant la grossesse de mon fils, qui m'a vraiment soulagée. Elle peut déplacer votre vessie, déplacer certaines choses pour faire de la place au bébé, qu'il se place bien. Moi je l'ai vue du coup pendant l'accouchement de ma fille, donc elle n'a pas réussi en tout cas à lui faire comprendre à ce bébé qu'il fallait se retourner et se mettre la tête en bas, mais ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas de l'avoir vue après la césarienne où je m'étais contractée comme pas possible, ça m'a beaucoup soulagée. Il faut savoir que voilà, le bébé qui a pris 9 mois sa place dans votre corps, il peut avoir bougé certaines choses. Certaines personnes se retrouvent avec les côtes un petit peu élargies, enfin écartées, et parfois l'intervention d'une ostéopathe ou d'un kiné ne va pas être nécessaire, la manipulation ne va pas être nécessaire, mais au moins d'aller le voir, il va vous rassurer, il va voir s'il y a besoin d'une manipulation ou pas.
et tout va se remettre dans l'ordre après, mais il y a des choses en tout cas qui peuvent être manipulées et c'est pas mal de le savoir. Concernant le bassin, les hanches aussi, là cette sensation d'élargissement, moi j'ai utilisé une ceinture, la célèbre ceinture de gainage Belly Bandy, qui m'a beaucoup soulagée dans la posture après l'accouchement, donc je l'ai un peu utilisée en secret même à la maternité, c'était assez drôle, et j'ai trouvé que pour allaiter ma fille, pour toutes les situations de la vie quotidienne où je la portais et tout, ça m'a aidé à retrouver une certaine posture que j'avais perdue, que je n'avais pas si je n'avais pas cette ceinture de gainage, et je suis ravie d'avoir investi là-dedans. Je l'ai revendue ensuite sur Vinted, elle était comme neuve. Je me touche les cheveux, je pense aussi à la perte de cheveux qui fait suite à un accouchement. C'est assez impressionnant ce que j'ai pu perdre comme cheveux pour ma seconde grossesse, ce que je n'avais pas du tout perdu pour Pierre, et à tel point qu'on me l'a déjà fait remarquer parce que j'avais comme de la calvitie ici. Je vous avais mis des photos sur Instagram, je vous avais demandé des retours sur des produits qui pouvaient exister. Je prenais ma douche, je faisais mon shampoing, j'avais plus de cheveux perdus dans la main que de mousse, quoi. Ça m'a terrifiée, et finalement on se retrouve, le temps passe, et on se retrouve à retrouver une certaine masse capillaire. Alors tout est relatif parce que moi j'ai jamais eu une masse capillaire énorme. L'autre point dont je voulais parler, c'est les tranchées. Alors là, quand on m'a dit le nom de ce truc là, j'ai tout de suite pensé à la guerre 14-18, c'était pour moi un terme abominable. Les tranchées, ce sont les douleurs qui apparaissent quand l'utérus reprend sa forme initiale. Au début, l'utérus il fait peut-être ça, voire moins, et quand vous avez votre bébé qui grossit pendant 9 mois dedans, il va avoir la taille d'une pastèque à la fin, donc forcément, après il doit reprendre sa forme initiale, et pour cela, il a des contractions qui peuvent faire un mal de chien. Alors moi, j'ai pas eu ça au premier enfant, et très souvent, on ne connaît pas ces douleurs de tranchée au premier enfant, parce que plus on a d'enfants, plus ces douleurs vont être importantes, du fait que le fait d'avoir eu plusieurs enfants, l'utérus va se détendre, et pour se retendre du coup, vous devez avoir plus de contractions, et elles sont plus douloureuses. Ce sont des contractions qui sont plus fortes au moment de la tétée, puisque les hormones de l'allaitement favorisent cette remise en place, cette recontraction de l'utérus. Et donc c'était assez dur pendant les débuts de l'allaitement de ma fille, entre ces douleurs que j'avais niveau torticolis, parce que je m'étais hyper raidie, hyper contractée pendant la césarienne, et ces douleurs de tranchée que j'avais, c'était l'angoisse de la faire téter en me disant que dès qu'elle allait mettre sa bouche et qu'elle allait se mettre à téter, que ça allait être hyper douloureux, et moi ça a duré une vingtaine de jours. Et si vous pensez que les douleurs de contraction d'accouchement vont être difficiles, sachez que voilà, les douleurs de contraction pendant ces douleurs de tranchée, ça va être quasiment aussi horrible, voire pire, sachant que moi, pour mes 2 accouchements, j'ai eu des contractions dans le dos, et je ne connaissais pas les contractions dans le ventre comme ça. Puisqu'on parle d'allaitement, bien que ma chaîne regorge de vidéos, enfin regorge, il y a 4 vidéos je crois sur l'allaitement maternel. Bien sûr que moi l'allaitement j'ai trouvé ça merveilleux, formidable et tout ça, mais il y a quand même des désagréments à connaître. La montée de lait, ça peut faire super mal. Et j'aurais aimé aussi être mieux préparée, notamment pour tout le côté intrusion dans ma pudeur que j'aurais aimé connaître, mais cette montée de lait, je m'attendais pas à ce que ça fasse aussi mal. On a les seins qui sont tendus, qui sont chauds bouillants, parce que ça fourmille là-dedans pour produire du lait. On a les seins qui vont devenir durs comme de la pierre, à tel point que moi j'avais un sein qui se retrouvait à être quasiment carré, enfin cubique. On peut avoir un engorgement, donc il est bien pour ça de mettre son sein à tremper dans de l'eau chaude pour que ça se désengorge en fait. L'allaitement, juste pour revenir rapidement sur ce fait-là, ça a beau être la chose la plus naturelle qui soit, c'est pas forcément facile à mettre en place, et c'est bien d'être accompagné avec toute la dignité qu'on mérite, avec tout le respect de l'intimité qu'on peut mériter. C'est pas forcément facile à mettre en place, et ça moi j'aurais aimé être plus rodée avant
mon premier allaitement. Le premier allaitement, j'aurais aimé savoir que toutes les femmes n'avaient pas de crevasses, parce que moi j'attendais quasiment qu'elles arrivent les crevasses, je me tenais prête à souffrir, à endurer les crevasses, alors que j'ai eu 0 crevasse. J'avais presque demandé à la sage-femme, mais ça ressemble à quoi des crevasses, parce que j'attendais que ça vienne et j'en voyais pas, je souffrais pas, donc... mais elles m'ont dit, bah vous savez, vous allez peut-être pas en avoir et c'est très bien. Youpi! Ma fille, j'ai absolument dû prévenir la chose à la lanoline parce que j'ai rapidement senti qu'elle avait une force de succion qui était supérieure à celle de Pierre. On a tendance à dire que la crevasse, ça se crée parce que l'enfant est dans une mauvaise position, on le tient mal ou lui même met mal sa bouche, mais c'est pas toujours le cas. La simple force de succion sur votre sein, qui est au départ en plus gorgé de lait et qui est dur à téter, ça peut faire que vous allez avoir un échauffement puis une crevasse à force de répétition des tétés. Le moyen de prévenir ça, c'est les crèmes à base de lanoline, et moi ça a sauvé mon second allaitement parce que j'avais vraiment un échauffement qui commençait à me faire souffrir à la maternité, et puis les 2 jours qui ont suivi quand je suis rentrée chez moi. La crème à la lanoline, ça m'a hyper soulagée, c'était magique. Parlons des douleurs qui sont psychologiques, c'est le baby blues. Tout ça est lié à une grosse chute d'hormones. Je pense avoir eu un petit baby blues dans le sens où, comme beaucoup de femmes, à peine on pouvait me faire une petite réflexion, je pouvais me mettre à pleurer, ou je regardais la merveille qui était dans le berceau. J'avais les larmes qui coulaient, on peut appeler ça le baby blues. Moi j'ai vécu une sorte de baby blues à l'arrêt de mon second allaitement parce que j'ai senti que c'était quelque chose que je revivrais jamais et que c'était une dernière fois, que c'était quelque chose qui s'achevait, et cet achèvement, ça a fini quelque chose chez moi que je ne retrouverai plus, et quelque chose que j'adorais. En tout cas, ce que j'ai envie de dire dans ce point-là, c'est que si vous vous sentez mal, si vous vous sentez vraiment submergé par des idées négative, ou que vous semblez que vous ne pouvez pas tout assumer, parlez-en, donc que ce soit à votre conjoint, que ce soit à vos proches, que ce soit à du personnel médical. Ne restez pas comme ça en fait, parce que si ça se transforme en dépression postpartum, ça peut devenir très grave, et le but c'est que vous soyez là pour assurer pour vos enfants, et faut vraiment pas hésiter à se faire entourer. C'est là qu'il faut pas négliger le rôle du conjoint ou de la conjointe, selon la forme de votre famille. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir minimiser ça en disant bah te plains pas, tu as eu un magnifique bébé, tout ça, mais non, on a le droit de se plaindre, on a le droit d'aller mal, on a le droit d'avoir des sentiments. C'est un peu chimique tout ce qui se passe à l'intérieur, puisque c'est dû à cette chute d'hormones qui est super importante et qu'on peut pas contrôler. Vous avez le droit d'être écouté, et c'est pas pour autant que vous n'êtes pas super heureuse d'avoir un bébé, que vous êtes une mauvaise mère qui n'arrive pas à se réjouir de cette naissance merveilleuse. Pas du tout, faut le savoir. Moi j'aurais aimé savoir que j'allais me sentir archi nulle, et que c'était normal que beaucoup de femmes passent par là. D'ailleurs, ce que j'ai beaucoup vécu et qui m'a fait un petit peu ce baby blues, moi, c'est le syndrome du ventre vide. C'est quelque chose que beaucoup de femmes ressentent. C'est tout simplement l'impression d'avoir perdu quasiment un organe, quoi. Qu'il y a une relation in utero qui se crée pendant 9 mois avec son enfant, et quand je regardais en fait mon enfant à côté de moi, ça me faisait quand même quelque chose de bizarre, et ça peut être un choc, un traumatisme en fait de perdre ça, comme des personnes qui sont blessées à la guerre et qui perdent un membre. Là on a le syndrome du mouvement fantôme qui peut apparaître, alors ça moi je l'ai ressenti, des choses qui peuvent pas forcément être très fantôme. J'entends par là que est-ce que on sent vraiment un mouvement fantôme parce qu'on se rappelle des mouvements de son bébé, ou est-ce que tout simplement c'est aussi les organes qui se remettent en place et qu'on sent des frétillements, des chatouillements qui ressemblent au mouvement du bébé dans son corps. Moi je pense qu'il y a un peu des deux. De ce fait là, je recommande énormément de profiter de sa grossesse comme pas permis. C'est quelque chose qui passe, moi je sais que ça a mis 10-12 mois à passer ce syndrome d'avoir un manque en fait
un manque au niveau du ventre. En parlant de baby blues, en parlant d'être maman de plusieurs enfants, la chose qui peut survenir, c'est la fatigue. Ça, c'est le nerf de la guerre, comme je disais au départ, je crois, de cette vidéo. Tout le monde est fatigué, c'est là que ça va finir par partir en live dans la maison. Ça peut être très menaçant pour votre couple, pour la vie de famille. Faut pas hésiter à demander de l'aide, faut savoir absolument déléguer, faut responsabiliser les aînés s'ils existent, faut savoir, tout en sachant leur consacrer du temps quand ils sont petits, hein, parce que voilà, quand votre petit a 3 ans, bah il va pas non plus partir à l'école tout seul, quoi, donc faut être présent et à la fois savoir déléguer et savoir le responsabiliser. Faut savoir demander de l'aide. Moi je dis souvent qu'il faut un village pour aider un enfant, et moi je sais de mon vécu en fait que j'aurais aimé avoir plus d'aide pour... pas forcément parce que moi j'ai allaité, donc j'aurais pas voulu ni pu donner mon bébé pendant un après-midi chez quelqu'un d'autre, mais j'aurais aimé que quelqu'un puisse venir chez moi et me dise « Fais une sieste Justine, je joue avec Pierre ». Avec mon chéri, on a assumé, et voilà, si je dois citer un essentiel de mon postpartum, c'est monsieur, monsieur le papa. Alors je suis désolée, le lien n'est pas en barre d'infos, mais moi j'en discutais avec une amie, on avait un couple d'amis à manger, tout ça, et la copine me dit ah, toi aussi tu fais partie de ces mamans qui ne se réveillent pas la nuit parce qu'elles n'entendent pas le bébé pleurer. Oui, 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 oui. Bienvenue au club, n'ayons pas honte. J'avais investi même dans un babyphone alors que j'étais dans une chambre mitoyenne parce que il fallait vraiment que je fasse vibrer le truc à fond sur ma table de nuit. Et du coup j'aurais aimé savoir que ça arrivait à d'autres, j'étais contente que ma copine me dise ça. Alors quand je parle de fatigue, peut-être que si vous écoutez cette vidéo, vous pouvez dire elle se noie dans un verre d'eau, mais je tiens à dire que si je faisais un flashback de moi-même en 2016-2017 quand j'étais maman de Pierre, seulement de un enfant, le caractère de Pierre, le tempérament de Pierre faisait que j'étais pas plus fatiguée que ça, quoi. Pierre, il faisait partie des bébés qui changent ta vie, mais qui à la fois changent pas tant que ça ta vie, parce que il a fait ses nuits à 2 semaines, voire 3. Quand je dis faire ses nuits, c'était 21h, 9h du matin. C'était un bébé tout-terrain, hein. On pouvait l'emmener partout, il demandait pas tant que ça à être pris, dans le sens où il était pas très accaparant. Lui, il était super heureux sur son tapis d'éveil, dans son parc, dans une poussette, il était ravi. Alors que ma fille est totalement différente, avec à côté un petit garçon de 4 ans, 3-4 ans qu'il faut s'occuper, quoi. C'est là que je veux dire que moi j'ai pas du tout ressenti, quand je suis rentrée chez moi, j'ai eu un peu la descente d'hormones qui m'a un peu cassée après mon premier accouchement, mais après le deuxième, la fatigue maternelle, l'épuisement maternel était totalement différent du fait de ces 2 enfants à s'occuper, totalement différents, avec des besoins différents. L'autre point qui est encore tabou malgré toutes les langues qui se délient à ce sujet sur la blogosphère, c'est les relations sexuelles quand on allaite et quand on vient d'accoucher. Il est recommandé, je crois, d'avoir les premiers rapports 4 à 6 semaines après l'accouchement pour éviter toute blessure, traumatisme et toute infection. Ça peut être aussi normal de ne pas avoir envie, et je pense que c'est bien de le dire, parce que ça aussi on peut se sentir mal d'être concentré sur son enfant, d'être trop fatigué pour ça, alors que finalement ça arrive à plein de personnes, et que ça revient à un moment donné, et que si le couple est solide, ça survivra à tout ça. Idem quand on allaite aussi et qu'on a les seins, qu'on est en pleine montée de lait, tout ça, enfin voilà, on n'est pas forcément dans le trip que son corps en fait soit tripoté dans un but sexuel, dans un but de plaisir sexuel, et je pense qu'il faut en discuter, encore une fois, il faut libérer la parole en règle générale, mais dans le couple en tout cas, faut pas hésiter à se dire les choses, et que monsieur, faut qu'il soit conscient qu'il y a un être humain qui est passé par là, donc faut qu'il revienne par là aussi en douceur, et je pense que voilà, discuter de tout ça, c'est très important.
Un autre truc que j'aurais aimé connaître, dont je trouve on manque beaucoup en fait dans l'éducation des jeunes filles, des jeunes femmes, c'est l'existence du périnée. Parce que, à mon sens, rien que d'un point de vue santé, moi je me rends compte depuis que je pratique le pilate, je m'en rends compte d'autant plus. Alors déjà depuis que j'ai fait mes rééducations du périnée et depuis que je fais du pilate, je me rends compte à quel point ces muscles-là sont importants pour le soutien de tout le corps. Le périnée, j'imagine que si vous regardez ce type de vidéo, vous savez aujourd'hui ce que c'est, et encore peut-être pas, hein, parce que comme je disais, il y a différents thèmes qui viennent à percer l'omerta à un moment donné, et le périnée parfois ça sort un petit peu de nulle part comme ça. Si vous croyez que c'est le nom d'une chaîne de haute montagne en Asie, je sais où, voilà, vous plantez, non, c'est tout simplement l'ensemble des muscles et des tissus de l'anus jusqu'aux parties génitales qui viennent soutenir vos organes et qui contiennent les organes, que ce soit digestifs et tout. Ça empêche du coup la descente d'organes. Alors quand on dit descente d'organes, on s'imagine pas à quel point ça peut être, mais voilà, descente d'organes quoi. Et un périnée bien tonique, bien ferme, ça permet aussi d'éviter la goutte de pipi culotte à vie quand vous allez éternuer ou tousser. Hein, c'est mieux d'éviter ça. Ça évite aussi d'avoir des gaz qu'on ne peut pas retenir, tout ça. Je trouve que maintenant que je fais du pilate, maintenant que j'ai fait mes 2 rééducations du périnée, je me rends compte à quel point le périnée, c'est la base quoi. C'est ce qui soutient tes organes et du coup c'est ce qui te soutient. Comme le périnée il assure la fermeture voilà, de la vessie, du rectum, de tout ça, faut savoir aussi que le périnée dans les relations sexuelles, eh bien c'est ce qui vous permet d'avoir davantage de plaisir quand vous maîtrisez votre périnée. J'ai l'impression que beaucoup de personnes l'ignorent et pourtant voilà, c'est la base de beaucoup de choses ce monsieur périnée. Donc la rééducation périnée sert à remettre ce vilain garçon dans le droit chemin puisque à l'accouchement, pendant la grossesse, il a soutenu un bébé de plusieurs kilos et pendant l'accouchement, il a été mis à rude épreuve. Vous vous retrouvez du coup dans un cabinet de sage-femme que vous choisissez comme vous pouvez, au feeling j'ai envie de dire, et elle va normalement vous prévenir avant, elle va mettre un doigt au niveau de l'entrée de votre vagin et elle va vous demander de visualiser certaines choses, donc des portes qui se referment, des becs de canard qui s'ouvrent, bref, plein de visualisations de ce type-là, de façon à ce que vous fassiez des mouvements de contraction avec votre périnée, mais des mouvements dirigés, puisque c'est beaucoup de muscles à essayer de mobiliser indépendamment les uns des autres. Je parlais son doigt qu'elle met au niveau de la vulve et tout, mais en fait la rééducation du périnée, elle se fait soit de façon manuelle, et quand je dis manuelle du coup c'est pas votre main, enfin c'est pas la main de la patiente, hein, c'est la main de la sage-femme, soit ça se fait avec une sonde. Vous pouvez choisir, mais s'il y a vraiment beaucoup de boulot, ça peut être un petit peu les deux, si vous avez beaucoup de rééducation à faire. Moi j'ai eu les deux, et pour que vous visualisiez ce qu'est une sonde, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde vous et moi, ça se situe parfaitement entre le truc de Sport Elec, pour le côté ralliement numérique à un ordinateur, tout ça. C'est un croisement entre le Sport Elec et un vibromasseur, tout simplement. On va introduire ça dans votre intimité pour mesurer aussi les contractions de votre périnée, et grâce aux courbes qui se tracent, aux pics qui se tracent sur l'ordinateur de la sage-femme, elle voit quand vous contractez, quels muscles vous contractez, si vous faites bien, etc. Donc je sais aussi qu'il existe maintenant différents instruments qu'on peut avoir à la maison qui sont assez coûteux. J'aurais aimé être préparée à tout ça, et je trouve qu'il y a un défaut d'éducation des jeunes femmes, parce qu'on devrait en fait, même si on n'a pas d'enfants, tout ça, on devrait être plus sensible à cette partie du corps. Mais on parle de rééducation, c'est là où je veux en venir, alors qu'il n'y a pas eu d'éducation en fait. Donc je trouve que c'est un peu bancal comme système. Je trouve que si on prévenait un peu mieux
aussi les choses. Il y a tout un massage aussi au niveau du périnée qui existe, qu'il est possible de faire avec une huile de massage et tout. Et on ne s'est pas assez démocratisé et du coup le fait d'assouplir cette zone du corps, ça peut permettre un passage du bébé plus simple, sans déchirure. Voilà, c'en est tout sur les choses que j'aurais aimé savoir, aimé qu'on me confie sur le postpartum. Alors comme je vous ai dit, tout ne me concernait pas, je n'ai pas vécu tous les maux de la grossesse, je n'ai pas vécu tous les maux du postpartum. Mais je tenais à évoquer à peu près tout ce que j'avais pu récolter comme information, les inconvénients dont on ne parle parfois pas assez sur les suites d'un accouchement. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, c'était vraiment le but de cette vidéo, d'aider, voilà, de donner des clés à certaines personnes, des réponses à des questions que vous pourriez vous poser. Je serai dans la zone de commentaires si vous avez des questions. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir les infos des prochaines vidéos qui vont sortir. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine. Ciao!